Jean Bergougnou, donc je suis pédiatre et je travaille à réanimation pédiatrique à l'hôpital Raymond Poincaré. Et je remercie donc les organisateurs de m'avoir invité à vous parler des nouveautés dans les interfaces de ventilation, alors cette fois-ci invasives. Et je suis aussi très content d'avoir entendu Jésus et Brigitte parler juste avant moi, parce que vous avez compris que c'est pas simple, il n'y a pas de solution toute faite. J'ai entendu des mots comme bricolage, et c'est vrai que régulièrement, ces patients étant très spécifiques, on est obligé de trouver des solutions un peu adaptées et un peu designées sur mesure, et ça va être un de mes sujets. Donc, en réanimation pédiatrique à l'hôpital Raymond Poincaré, on prend en charge des patients porteurs de neurohandicap. C'est vraiment notre mission de service public, hein, c'est le cœur de notre activité, même si on a aussi une activité tournée vers les enfants communautaires qui fait à peu près 50% de nos admissions. On est un centre de référence de maladies neuromusculaires et on peut faire des choses absolument fantastiques parce qu'on a autour de nous un environnement adulte extrêmement riche qui s'occupe de la même chose, du handicap, de la ventilation et des maladies neuromusculaires avec des compétences dont on use et dont on abuse. Ici, vous voyez un petit garçon typiquement du service qui a une maladie génétique assez rare, qui est en train de réapprendre à marcher. Et si vous regardez bien, mais il est trachéotomisé, puis vous voyez les tuyaux derrière, et il a un petit chariot, et il tire sa machine de ventilation. Parce qu'à cet âge-là, même portable, ça reste encore un peu lourd. Donc ça, c'est les plans du service. On a une unité de soins de rééducation post-réanimation, où on prend en charge des enfants pour des durées relativement longues, de plusieurs mois, pour les sevrer de la ventilation, alors soit complètement, soit de manière partielle, mais l'idée c'est de pouvoir autoriser soit un retour à domicile, soit quelque chose de mixte entre un domicile et un centre. Et cette unité, elle jouxte une unité de soins continus qui elle-même jouxte une réanimation pédiatrique polyvalente de 10 lits avec donc un senior et un junior qui sont de garde 24-24, 7-7, ce qui nous permet de prendre en charge des enfants complètement dépendants. Ça, c'est le même petit garçon, mais un an après, donc qui était sevré de sa ventilation, bientôt de sa trachéotomie. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en pédiatrie à Raymond Poincaré, puisqu'on a aussi une unité de rééducation pédiatrique, et ça, c'est pas très très fréquent. On a une scolarisation de ces enfants, puisqu'on a une école qui est dans le site, et on a la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir un environnement adulte, ce qui est assez unique, et donc on peut organiser la transition de ces enfants vers les services adultes. Alors en pédiatrie, en ce moment, c'est la révolution. Dans tous les axes. Je ne vais pas vous parler de la ventilation non invasive parce que Brigitte vient de vous en parler en détail. L'autre révolution, c'est la chirurgie, puisqu'elle a complètement changé sur ces dernières années. Des interventions qui étaient d'une lourdeur importante, en particulier la chirurgie des scolioses, mais pas seulement, sont devenues beaucoup plus simples. Et ça bénéficie aux patients. Et les nouvelles thérapies, je suis sûr que vous êtes au courant, arrivent. Et donc, nous devons répondre à ces nouveaux défis pour ces enfants. On m'a demandé de vous parler d'interface invasive. Et l'interface invasive dans la ventilation du handicap au long cours, c'est la trachéotomie. La trachéotomie, vous savez que c'est un tube qui était soit en PVC, plus souvent maintenant en silicone, qui va passer de l'extérieur vers la trachée et qui va permettre d'avoir un accès direct aux voies ventilatoires des patients. Et cette technique, elle rend un service majeur pour les enfants, quel que soit l'âge et quelle que soit la condition, que ce soit des pathologies malformatives, comme le bébé que vous voyez en haut à gauche, ou que ce soit des maladies neuromusculaires, comme l'adolescent qui est sur la photo de droite. Alors, la trachéotomie, ça intervient dans ce type de pathologie, mais pas seulement. Le grand progrès de la réanimation polyvalente sur les dernières années adultes et pédiatriques, c'est la ventilation. C'est la cause numéro 1 d'hospitalisation, c'est les détresses ventilatoires. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses fabuleuses dans les détresses respiratoires, sauf qu'un poumon, ça met longtemps à cicatriser. C'est des histoires de mois, voire d'années. Et donc, régulièrement, on est obligé d'utiliser la trachéotomie pour pouvoir continuer à ventiler ces patients. Alors, quelques chiffres, c'est la procédure chirurgicale la plus fréquente, la réalisation d'une trachéotomie en réanimation adulte. C'est à peu près 100 000 par an aux États-Unis. En France, c'est entre 8 et 10 000. Les trachéotomies sont réalisées chez des patients ventilés dans 24% des cas, donc un quart seulement. Les autres, c'est plutôt obstructif. C'est la deuxième grande cause de trachéotomie. Je passe la durée d'hospitalisation, mais il faut savoir que réaliser une trachéotomie chez un patient, quand on calcule les coûts hospitaliers supplémentaires, c'est 300 000 $ par patient. Donc ce n'est pas un geste anodin et ça s'adresse vraiment à un public assez particulier.
Donc quand vous avez une canule dans la trachée, ça pose un vrai problème, parce que la trachée, c'est quelque chose qui est mobile dans tous les plans, hein, en antéro-postérieur, en horizontal, en vertical. La trachée, il faut la voir un petit peu comme un tuyau de douche. Et si vous mettez quelque chose de rigide à l'intérieur, eh ben, ça crée des conflits. Et le problème de créer des conflits avec une muqueuse, ben, ça va faire des irritations, ça va faire des saignements, ça va faire des sécrétions, et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des pseudo-tumeurs, qu'on appelle des granulomes, qui peuvent obstruer ces canules, les voies aériennes des enfants, plus particulièrement si ces voies aériennes sont de petit calibre, comme c'est le cas chez les enfants. Donc ces points de conflit peuvent être intratrachéaux, ils peuvent être extratrachéaux aussi. Vous pouvez avoir une atteinte de la stomie. Et chez les plus petits, vous pouvez avoir des points de conflit carénaires, c'est-à-dire à l'endroit où les bronches vont se séparer pour aller vers les poumons. Et puis, ça a été dit aussi par Brigitte tout à l'heure, le confort ressenti par les enfants, il est super important. La canule de trachéotomie, c'est une technique très très ancienne, hein, qui remonte au 19e siècle, et c'est douloureux. Ça fait mal, une canule, mais on s'est habitué. On considère que ça fait partie du geste, malheureusement, et c'est un vrai problème chez les enfants, parce que le marché n'est pas très important, et donc la réponse des industriels est à la hauteur de ce marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les tailles, on n'a pas tous les angles, et donc souvent on est obligé de composer au plus grand, pas au plus grand bénéfice de l'enfant. Donc ça peut donner des trucs assez exceptionnels. Ici, un garçon qu'on avait récupéré dans le service, et vous voyez, la canule est tellement peu adaptée qu'elle a enfoncé son mur vertébral antérieur au niveau cervical et qu'elle allait s'impacter dans le mur antérieur de la trachée. C'est la photo que vous voyez au-dessus. Donc tout ça peut entraîner des hospitalisations à répétition, énormément de complications, ça a un coût énorme et surtout ça a un coût important pour ces patients. Alors dans le service, on a une série assez importante de patients trachéoventilés parce qu'on, comme je vous disais, on s'occupe vraiment des enfants qui sont très dépendants, voire complètement dépendants de la ventilation. Et donc, on s'est posé plein de questions par rapport à ce type de canule. Et on a essayé de modéliser ça. Donc, on a récupéré un mannequin d'une firme industrielle qui vend des canules et qui est un mannequin qui sert à entraîner les médecins à faire des trachéotomies en urgence. Donc, vous voyez, on l'a mis une canule et puis on l'a passée au scanner. Et on voit très bien la canule à l'intérieur de la fausse trachée en silicone. Hein. Et donc, c'est un joli modèle pour voir un petit peu comment une canule se positionne à l'intérieur d'une trachée. Alors, on est allé plus loin. On a équipé ce mannequin avec un capteur de pression et un Arduino, vous voyez, puis on a fait un programme spécial pour pouvoir mesurer la pression que va exercer la canule sur le mur postérieur de la trachée. Parce qu'en fait, c'est vraiment là, un petit peu comme ce que vous avez vu sur le cas que je vous ai montré précédemment, c'est vraiment là que énormément de compression et donc de complications vont se faire au niveau de la trachée. Ensuite, on est descendu chez le professeur Carly à Garches et on a mis les canules à l'intérieur des patients avec Antoine Perrier et Guillaume Catelin, qui sont deux jeunes ingénieurs biomécaniciens et informaticiens. Et on a mesuré, donc on a vérifié que la canule était bien en place dans le mannequin et on a mesuré les pressions exercées par la canule à l'intérieur du mannequin. Donc ça nous a donné des courbes comme ça. Hein. Ici, vous voyez le pic, là c'est la position de base, hein, il n'y a pas de pression qui s'exerce sur le capteur. Ici, on va mettre la canule, d'accord. Le pic C, on va enlever le mandrin. Et D, on va mettre une chemise interne. Il y a des canules qui ont des chemises internes qu'on peut mettre à l'intérieur. Et on arrive au plateau E, là, qui est en fait la position d'équilibre de la pression dans la trachée. Et F, vous voyez, on va retirer la canule et puis on revient à la pression de base. Et donc, on a répété ces manœuvres à plusieurs reprises, toujours en vérifiant au scanner la position de la canule à l'intérieur de la trachée. Et ce qui est bien à Garches, c'est qu'on est un centre de référence pour la trachéotomie. Donc tous les 2 ans, il y a un appel d'offres pour renouveler le marché de canules de la PHP. Et on reçoit une dizaine de cartons de canules de plein de marques différentes. Et on est censé les regarder et dire lesquelles on veut que la PHP achète pour nos patients. Et donc on a pris ces canules, on a pris des tailles 7, qui n'est pas une grosse taille par rapport au mannequin, et on les a testées sur notre système. Donc on avait 17 canules de taille 7. Et voilà les résultats. Donc là, c'est la pression qui est appliqué en newton, et les petits points, là, c'est les canules. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite de lésion, la limite lésionnelle.
C'est-à-dire que si vous appuyez à plus de 30 mm de mercure sur un tissu, vous dépassez la pression capillaire. Si vous dépassez la pression capillaire, vous créez une ischémie, le tissu est plus perfusé. Si vous maintenez cette ischémie pendant un moment prolongé, vous créez une nécrose et vous abîmez l'organe. D'accord ? Et donc ça, c'est la pression qui correspond à 30 mm de mercure. Et vous voyez, il n'y a que 2 canules qui répondent aux critères, sur notre mannequin, aux critères inférieurs à cette pression qui est censée créer des dommages sur la trachée. Donc c'est un travail qui est intéressant, qui a plein de limites, mais qui montre qu'il y a des canules qui en tout cas ne sont pas du tout adaptées. On est monté jusqu'à des pressions de 1,5 kg sur un mur trachéal, ce qui va causer des lésions en très très peu de temps chez ces patients-là. Donc ensuite, on a voulu aller plus loin. On s'est dit, OK, on va faire des canules pour nos enfants sur mesure. Donc on va faire de la reconstruction en 3 dimensions des voies aériennes des patients. On va designer les canules sur mesure et puis on va les imprimer en 3D. Et comme ça, nos patients, ils auront des canules sur mesure qui ne leur feront pas de lésions. Alors, modéliser les voies aériennes, ce n'est pas très compliqué. Ça se fait avec un scanner tout à fait standard. Et vous voyez qu'on atteint des niveaux de résolution qui sont exceptionnels. On voit les alvéoles pulmonaires là, et largement suffisants, en tout cas, pour designer des canules. Alors, on a fait des premiers essais, toujours chez le professeur Carlier. Là, c'est un patient qui est couché. Donc, sa trachée, elle est allongée. Elle est distendue. Puis là, il est assis. Donc, la tête est en charge. Donc, la trachée, elle se raccourcit, elle bascule vers l'avant. On va prendre les volumes. On va les soustraire et on va déterminer un volume où il n'y a pas de conflit, puisqu'il est invariant entre les 2 positions. Bon, ensuite, je vous passe les calculs mathématiques. Mais on s'est associé, donc, le service de pédiatrie, le service de radiologie, le centre d'investigation clinique avec le professeur Orlikowski et Madame Potier, le laboratoire d'analyse 3D du mouvement, et on a décidé d'aller plus loin. Donc, on a déposé 2 brevets sur la technologie et on a modéliser de manière automatique les voies aériennes. Et en faisant ça, comme c'était des ingénieurs biomécaniciens, en fait, ils sont allés plus loin. Ils ont modélisé les conflits de la canule au niveau statique, donc quand elle est en position dans la trachée du patient. Mais ils ont aussi modélisé les conflits de la canule au moment où on va l'insérer à l'intérieur de la trachée. Parce qu'un des mécanismes classiques, c'est que vous blessez la muqueuse au moment où vous mettez la canule à l'intérieur de la trachée, et la surpression qui est appliquée à l'endroit même que vous avez lésé va aggraver de manière extrêmement rapide le processus. Ensuite, Marek a mis au point un système automatique de design de ces canules, avec, vous voyez, même l'interface, c'est-à-dire ce qu'on appelle la collerette dans la canule, qui va être adaptée à l'anatomie du patient, puisque ça va être moulé sur son anatomie. Ensuite, on est passé du virtuel au réel. On ne va pas mettre cette canule dans un patient. C'est une canule imprimée sur une imprimante à bas coût, juste pour montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre. Donc, on a présenté ce projet à la PHP. On a bénéficié d'un premier budget pour développer notre prototype. Et ensuite, on a été orienté vers la SAD de Paris-Saclay, qui est un organisme public d'investissement et d'accompagnement à l'industrialisation. Et on a obtenu un budget donc, de 400 000 € pour créer une start-up à l'intérieur de l'hôpital, puisqu'on a l'expertise et les patients, bien sûr, et amener ce type de process à l'exploitation standard. Donc, on a eu aussi un prix du brevet prometteur à Pinov cette année. Et donc, le but de tout ça, vous l'avez compris, c'est de pouvoir recevoir des images du monde entier, ou bien de générer nos propres images chez nos patients, et puis de faire du traitement automatique anatomique, et soit de conseiller des canules du marché, soit de réaliser nous-mêmes des canules sur mesure, et de pouvoir les envoyer à ces patients-là. Alors, les perspectives, alors d'abord, je vous annonce qu'il y a des recommandations qui vont être éditées très très bientôt par un groupe d'experts par rapport à la canule, et il était grand temps, ça manquait beaucoup. Et l'idée, ça va être de centraliser les prises en charge, de fonctionner en réseau et de fournir, en particulier chez les enfants, où c'est quand même des cas complexes, où il y a peu de séries importantes et donc il n'y a pas une expertise très forte, de pouvoir se mettre en réseau avec les collègues et de pouvoir faire de la téléexpertise. Je vous remercie. Merci Jean. On a le temps pour une question, après on fait la pause.
Une question en entendant, mais pour Brigitte aussi, si elle réécoute. Brigitte. Non, une question, ça m'a fait penser à... C'est une question que je voulais te poser, mais tu as répondu parce que j'avais audité le projet, puis je suis content que c'est abouti déjà. On l'avait bien soutenu. Et où on en est pour les masques, justement. À chaque fois qu'on se retrouve avec un masque difficile à choisir dans le service, on a un jeune qui arrive derrière et qui dit oui, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas un masque adapté aux malades? Avant, quand on faisait ces topos, tu te souviens, Brigitte, on parlait toujours des masques moulés. On n'en parle plus beaucoup parce que ça a beaucoup progressé. Nous, on avait essayé dans le service avec Chloé Bertolus, qui est une stomato, qui fabrique en 3D avec les mêmes techniques que tu as, des mâchoires et tout. Elle lui dit pas de problème, je vous fais des masques comme vous voulez. Ça n'a jamais bien marché. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui travaillent sur le sujet? Brigitte, est-ce que tu connais des trucs? Est-ce que tu connais des trucs sur les masques? Masques personnalisés, imprimés avec des techniques 3D.